risques qui vont être nécessaires. Nous allons voir les termes transversaux qui existent aussi, l'environnement, l'égalité entre les hommes et les femmes et la gouvernance, et aussi le côté budgétisation. Après certaines des catégories, nous allons essayer de faire quelques petites questions très vite, mais comme Sarah disait, nous allons pouvoir faire des questions à la fin, et si on n'a pas le temps, je vais les remettre à Sarah qui va pouvoir vous les distribuer après. Alors, comme vous pouvez voir, il y a quand même beaucoup de matériaux à couvrir dans cette section, et on n'aura certainement pas le temps de tout aller en profondeur, mais nous allons faire ce qu'on peut avec le peu de temps. Et l'idée, c'est vraiment de donner des idées et certains conseils en suivant vraiment les lignes directrices de l'appel d'offres que GAC partait. Et c'est ce gabarit que nous avons suivi pour la présentation, comme j'ai déjà souligné. Comme de raison, juste un bref avertissement que ce que vous voyez dans le contenu, c'est vraiment pas que les perspectives de GAC des divers organismes, c'est vraiment la perspective du Tariq qui a fait la présentation de mes perspectives au sein de moi, ce que j'ai fait comme travail aussi, et de vraiment l'utilisation peut être utilisée, c'est certain, à vos fins, mais comme on dit, c'est vraiment de regarder le processus, c'est de regarder les appels d'offres sollicités et non sollicités que vous allez trouver au sein du set de GAC. Et c'est vraiment recommandé les critères de vraiment regarder les critères d'admissibilité aussi. Oups, pardon. Mon ordinateur décide de me donner tout allait bien en la préfète et maintenant elle me donne des difficultés. Loi de Murphy. Bon. Pour quelques raisons, je ne peux pas changer. Oui. Désolée. Okay. Alors, les critères d'admissibilité sont dans le lien que vous allez obtenir. Comme Sarah disait, la présentation vous sera remise à la fin, mais vous pouvez les trouver au sein du gouvernement, c'est très facile à voir et tout est là et très bien expliqué. Alors, comment décider si on fait un appel d'offres ou non? Une des plus grandes importances, c'est de vraiment voir si vous rencontrez les critères d'admissibilité. Sinon, ça vous donne aucun sens de vraiment procéder avec l'appel, car vous allez refuser direct au début et c'est beaucoup d'investissements que vous allez avoir fait pour rien. C'est très bon de pouvoir indiquer les pays que vous avez ciblés qui font partie de la liste prioritaire. Il y en a approximativement une 25. Ceux-ci sont souvent modifiés un peu au temps pendant, mais c'est vraiment de voir quelles sont les priorités de GAC. Il faut aussi considérer quelle aide internationale, quelles sont les priorités du gouvernement, est-ce que ce que vous proposez faire correspond à ces derniers avant de vraiment soumettre ça. Il faut aussi vous aligner avec les besoins du pays et des bénéficiaires. C'est aussi inutile de voir si les besoins du pays que vous voulez travailler dedans ne s'alignent pas avec ce que le gouvernement canadien donne comme fonds. Encore, ça ne vaut pas la peine. C'est bon de pouvoir faire des visites sur le terrain si possible à l'avance, une évaluation des besoins avec les acteurs principaux que vous allez faire votre travail avec. Ceci vous donne des bonnes indications à ce que vous allez pouvoir faire. Ça donne aussi le fait que vous savez ce que vous voulez faire, mais aussi il faut être très vous assurer de ne pas hausser les attentes des gens. Souvent, les gens, lorsque vous faites des visites de terrain, ils croient que ça veut dire que le projet va avoir lieu, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, c'est de vraiment vous assurer de ne pas faire des attentes, de soulever les attentes des gens. Aussi, si vous avez des bureaux déjà établis, sur le terrain, c'est beaucoup plus facile car eux peuvent faire cette évaluation, ils ont déjà des idées pour les projets ou non, ou c'est des partenaires sur le terrain. Ces derniers sont très bons à aider pour différentes choses au sein de votre projet potentiellement. Il faut s'assurer aussi et ne pas oublier que les propositions, le développement MEL
de la proposition prend du temps, a des ressources associées avec des coûts. Le temps des gens qui sont impliqués pour faire, que ce soit une évaluation, que ce soit l'écriture, que ce soit autre chose, et ça prend un bon 2 semaines à temps plein à un individu de faire une proposition qui pourrait être acceptée. Ceci dit, vous ne pouvez pas prendre pour acquis que votre proposition va être acceptée, surtout si c'est une proposition non sollicitée. Alors, c'est bon d'avoir des conversations et voir où est-ce que vous y êtes, mais c'est toujours le cas. Alors, la dernière chose ici aussi, c'est les projets d'infrastructure des éléphants blancs qu'on est porté à appeler, nous. Souvent, ces derniers ne sont pas financés. GAC, plus souvent qu'autrement, eux vont financer tout ce qui se appelle renforcement de capacité. Les projets vont être financés en termes d'équipement potentiellement pour faire quelque chose. Exemple, j'ai déjà travaillé sur un projet où il y avait besoin d'alimenter leur salle avec certains équipements de matériaux d'éducation, par exemple. Dans ce cas-là, ils vont potentiellement le faire. Si vous avez besoin d'une structure comme telle, c'est mieux de voir d'autres endroits, des fondations et ces choses-là, des donateurs privés, et ça vous aligne aussi avec ce que vous apportez en termes d'organisation avec des partenaires aussi à la proposition même. Alors, sur les prochaines étapes, c'est vraiment de regarder le site web de GAP qui fournit des ressources super importantes. Ils ont des outils de financement pour créer votre demande qui sont là pour aider. Vous faites seulement téléchargement de l'information à l'aide de l'Internet Explorer. Ça, c'est un point important à souligner. Et vous assurez de valider toutes vos informations. Il y a un compteur aussi pour le nombre de pages que vous pouvez accepter. L'autre chose, c'est de vous inscrire au portail partenaire international. Vous pouvez vous inscrire à l'avance, quelques mois à l'avance, pas de problème, vous assurez que vous êtes vraiment dans le système. Il y a plusieurs organisations aussi qui ont des portails similaires. Il y a USAID, c'en est d'autres, et autres organisations qui travaillent dans le même type de portail maintenant. Et aussi de rassembler tous vos documents à l'appui et de téléverser tous les documents dans le portail. Ce qui est utile aussi, c'est que vous pouvez chercher des documents comme vos profils d'organisation, vos politiques par rapport aux gens, au statut juridique de l'organisation. Il y a un répositoire de documentation. Alors, lorsque vous allez faire des soumissions futures, ces informations sont déjà là. Ça vous sauve un peu de temps pour les autres choses aussi. Et si vous pouvez les mettre à l'avance, cela aussi va vous aider au sein de la soumission à la fin, parce que vous voulez vraiment pas avoir de difficultés lorsqu'il arrivera le temps de soumettre votre proposition même. Si vous préparez le tout un peu plus tôt, vous évitez les pépins lorsque le temps viendra de soumettre la proposition. Et ça, c'est quasiment évident que souvent il y a des choses qui arrivent, on est un peu mis au dernier temps et pressé, et là les problèmes peuvent effectuer. Alors, si vous pouvez vous donner quelques jours à l'avance, avant la date de soumission qui veulent des projets, c'est la meilleure idée de le faire, de vous louer un petit coussin de temps d'extra pour que si jamais il y a certains pépins, vous avez quand même le temps de le faire et sans avoir de conséquences négatives à ce niveau-là. Bon, voilà. Alors, la politique d'aide internationale féministe, c'est les nouveaux champs d'action qui sont sortis vendredi. Alors, qui fait partie des nouvelles politiques, c'est les 6 champs nous avons ressortis par rapport à le côté santé. Comme vous pouvez voir, les principaux champs d'action sont l'égalité des sexes et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles, de la dignité humaine, santé, nutrition, éducation, action humanitaire, croissance des services de tous, l'environnement et l'action pour le climat, la gouvernance inclusive, la paix et sécurité. Les champs sont quand même relativement vagues, comme vous pouvez voir, ça donne quand même un peu de jeu, si je peux dire ainsi, pour pouvoir faire ce que vous voulez faire. Ceci dit, pour les priorités de GAP en santé spécifiquement, il y a la transition qui s'est faite de santé des mères, des nouveau-nés et des enfants à une santé génétique
des mères, nouveau-nés, enfants et adolescents et qui inclut la nutrition. Alors, c'est pour ça que vous voyez les lettres en rouge, c'est ce qui est écrit ajouté. Par rapport aux droits sexuels reproductifs en matière de santé, il y a l'éducation sexuelle complète. Alors ici, on parle des services de planification familiale, y compris les moyens de contraception, les prestations de services, inclut l'avortement sécuritaire et légaux, les soins post-avortement et la prévention des traitements du VIH-Sida et des ITS. L'accent est mis sur les adolescentes et les femmes. Alors vraiment, le côté, on voit le côté genre, et aussi sur la violence basée sur le genre. Les violences familiales, les violences conjugales, le trafic, l'exploitation, ainsi que le mariage précoce ou forcé, ainsi que les mutilations et l'excision. Bon, alors, lorsqu'il y a à remplir le formulaire même de demande, c'est suggéré que vous préparez vraiment recommandé de préparer le tout en Word. Ça vous donne aussi la chance de pouvoir faire des changements au fur et à mesure du document va être téléchargé à la fin. Vous avez un maximum de 30 pages et il y a un compteur pour ça, alors c'est vraiment, vous ne pouvez pas l'excéder. Vous devez suivre les instructions ou les conseils au sein du formulaire. Ils ont des très, très bons conseils à suivre. Puis, si vous les suivez autant que possible, vos chances, évidemment, sont améliorées. Alors, c'est le moins de déviation, le mieux que c'est. Ce que vous allez remarquer, c'est la date de début du projet est généralement de 6 mois à 1 an suivant la soumission. Alors, vous soumettre votre application. Première chose que vous savez, il y a 6 mois à 1 an de passé avant que vous vous mettre vraiment à travailler sur le projet. Et ça peut causer des difficultés, mais c'est la réalité. Alors, de tenir ça en tête, que les chances que votre projet débute très vite sont quasi inexistantes. Je suis certain qu'il y en a d'entre vous que vous savez ce que je veux dire ici. Et suggérez aussi de trouver un site qui est quand même innovant, mais là aussi le nombre de caractères est limité. Alors, le garder plus court et simple, parfois c'est mieux. Énumérez tous vos partenaires. Si vous avez un bureau de terrain, peut-être une option ou autre partenaire qui vont démontrer une diversité d'expertise et aussi de capacité de mise en œuvre qui vont aider avec votre soumission. Vous donnez au moins 2 jours avant la soumission et un bon 8 heures pour imputer toutes les informations et de sauvegarder souvent. Une chose qui est bonne à remarquer, c'est que le compteur est plus généreux qu'auparavant de la façon qu'il compte le nombre de mots pour calculer le nombre de pages. Alors, ça vous donne un peu plus d'espace qu'avant, car il ne calcule pas les activités. Alors, ça vous donne quand même la chance de pouvoir dire ce que vous avez à dire relativement bien. Bon, le fameux code de codage, CAD, qui se trouve être développé par le comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économique. Et ce guide de codage par secteur à l'intention des partenariats, il y a le site web que vous pouvez consulter. Les secteurs en santé générale, il y a des codes en santé de base, santé génétique. À remarquer que ces codes ici sont au niveau global. Il y a des sous-codages qui existent ici. Et aussi qu'il y a d'autres codes qui existent pour le côté des autres secteurs. Alors, si vous faites quelque chose en éducation aussi, alors il y aurait des codes spécifiques à ça. Je viens de voir qu'il y a quelqu'un qui disait qu'il y a un maximum de 35 pages en français. Fantastique, merci. En faisant les traductions, il y a des choses qui n'ont pas été reportées nécessairement. C'est une erreur de ma part. Merci beaucoup, Caroline. Aussi, GAC aime voir là où le budget est alloué. Alors, le pourcentage par section. Si vous avez 23% de votre budget qui est en santé de base, par exemple, ou un autre pourcentage qui va pour le côté d'engagement public ou l'égalité entre les sexes et tout, ils aiment voir cette information-là. Cette partie, cette section peut prendre 1 heure à figurer comment vous allez allouer et vous pouvez avoir jusqu'environ une dizaine de codes dépendamment du type de travail que vous allez faire et dans quel secteur. Alors, des choses à s'assurer de considérer. Okay. Alors, le sommaire exécutif, voici quelques conseils à prendre. C'est que
sommaire soit vraiment un aperçu crucial de votre projet. C'est votre baratin publicitaire, le fameux sales pitch qu'on appelle. Alors, dans l'équivalent d'environ une page maximum, de vraiment donner pourquoi que les gens qui regardent les soumissions devraient continuer à lire votre proposition pour voir ce que vous allez faire. Vous assurez que les informations décrivant l'enjeu clé et les stratégies que vous allez utiliser sont indiquées. Certainement le but et les objectifs généraux du projet. Il faut aussi mettre des informations liées à la géographie, lorsque vous croyez, lorsque le projet sera mis en œuvre. Ça peut être une ville, ça peut être 3 villes, ça peut être des communautés au sein d'une ville seulement. Ça dépend vraiment de ce que vous allez faire. Si vous avez des partenaires, qui seront les partenaires? C'est bon d'indiquer quelques partenaires en ligne. Quels résultats vous pensez obtenir et aussi le nombre de bénéficiaires que vous croyez pouvoir rejoindre comme à la fin de votre travail. Alors, cette tâche, c'est très important d'être solide, clair, précis, succinct dans votre objectif et but et assurer que tous les éléments clés sont inclus. Une des recommandations, c'est de vraiment faire le sommaire à la fin. Alors, vous avez toutes vos informations, vous pouvez faire enlever les choses et réorganiser ce que vous avez dans votre proposition un peu plus facilement. Et vous savez aussi là où vous en êtes, que des fois au début, si on fait au début, les choses changent vers la fin et on oublie parfois de retourner au sommaire et les choses ne concordent plus. En ce qui concerne les bénéficiaires, c'est devrait faire partie du sommaire, comme je disais plus tôt. Il y a 2 types de bénéficiaires, typiquement les directs et indirects. Les directs, habituellement, ils sont séparés ou divisés selon l'âge et le sexe. Les directs, ils comprennent les agents, travailleurs de santé, ça peut être des travailleurs de santé communautaire, dans ce cas-ci, les personnes de ressources, les dirigeants, c'est différents groupes que vos interventions auront accès ou travailleront avec. Indirectement, vous allez aussi avoir des contacts avec la population des districts ou des communautés ou des villes là où le projet sera mis en œuvre. Exemple, si vous faites des campagnes de médias, des campagnes ou des médias sociaux, des choses comme ça, c'est certain que vous allez attribuer autres gens. Alors, c'est des estimations à ce niveau-là, si les données n'existent pas. Une des choses à vous assurer, c'est de ne pas compter, de ne pas faire de dédoublons chaque fois, de compter en double. C'est très facile parfois de compter un individu qui fait partie qui porte, si je peux dire, 3 chapeaux pendant certains cas, mais de ne pas les compter 3 fois. Alors, si on parle des administrateurs qui font partie d'un certain atelier, mais aussi qui font partie parce que ça donne être infirmier, exemple aussi, ils peuvent pas être comptés 2 fois. Alors, vous vous assurez que si les gens travaillent plus en termes d'administration, peut-être qu'ils devraient être comptés en termes des administrateurs au lieu de calculer en termes d'infirmiers, exemple. Et ça, c'est très important. C'est très facile d'avoir plus d'informations qu'il faut ou plus de bénéficiaires qu'on croit lorsqu'on commence à compter en double et triple parfois. La justification de votre projet. Alors, il y a des domaines de précision qui existent. Comme vous pouvez voir, il y a des besoins de développement, il y a des défis à relever, une importance pour la géographie. Alors, dans ce sens-là, c'est des informations de fond général, des statistiques, des cas de soutien pour dire pourquoi vous voulez travailler dans tel endroit. Comme on disait plus tôt, vous alignez avec les politiques de GAP. Et là, il y a les enfants et l'avenir, la priorité du côté de la santé maternelle, néonatale infantile, et les différents programmes qui existent au sein de GAC. L'alignement avec la politique nationale du pays, est-ce que vous énumérez les politiques locales et comment votre projet s'harmonise avec celle-ci? Consulter les bénéficiaires et les intermédiaires, les rencontres avec les gens du pays, coordonner avec les gens du projet GAC, s'il y en a un sur le terrain, qui vont pouvoir vous dire là où ils travaillent ou avec le ministère de santé du pays, les cas échéants. Vous allez être interpellé là-dessus. C'est certain que s'il y a des doublements, ils vont dire comment ça se fait que vous avez inclus ça, il y a telle organisation qui travaille à tel endroit. Alors, c'est bon de faire une genre de cartographie du secteur un peu. Alors, c'est de s'assurer qu'il y a une complémentarité avec ce qui existe à GAC et avec les autres donateurs afin d'éviter toute duplication. Encore, c'est de s'assurer
on a une valeur ajoutée versus refaire ce qui est réinventer la roue. Il est bon aussi dans votre justification d'avoir quelques leçons clés, des bonnes pratiques. Ça peut être des innovations. Ça peut être les vôtres ou celles d'autres organismes aussi que vous êtes au courant qui font et qu'ils vont inclure dans le projet et que vous allez utiliser. Alors, c'est comment vous pensez intégrer ces diverses innovations au sein de votre projet et comment vous travaillez à ce niveau-là. En ce qui concerne la géographie, ce qui est bon à voir, c'est, comme je disais plus tôt, c'est où vous allez mettre l'initiative, pourquoi vous allez dans tel endroit. Est-ce que c'est la population la plus vulnérable? Est-ce que c'est vraiment l'endroit que vous devriez être? Choisir une région en termes de priorité par rapport au gouvernement. Est-ce que c'est la région dans le gouvernement du exemple, vous allez au Mali, est-ce que c'est le bon endroit d'aller? Est-ce que vous devriez aller à Kétou versus aller travailler à Ségou, exemple, ou à Kati? C'est de vraiment voir avec le gouvernement, eux aussi, ce que leurs priorités sont, s'aligner. Avez-vous l'expérience dans cette région, dans ce pays, dans le site là où vous allez travailler, ou est-ce que vous allez dans un pays que vous n'avez aucune expertise? Avez-vous défini clairement votre portée géographique? Combien de districts, l'accès, ceci est difficile, la proximité. Par exemple, c'est bien beau de dire, bon, on va aller dans deux régions au nord du pays X, mais combien de temps que ça fait? Est-ce qu'il y a des inondations? Est-ce qu'il y a des périodes de temps où vous allez être capable, ne pas capable d'avoir accès à ces locations pour faire le travail que vous avez à faire? Il y a des coûts associés à tout. C'est peut-être mieux, au lieu de faire 20 districts dans un endroit ou 2 régions, d'aller la partie vulnérable est peut-être juste au sein de la ville et dans une section d'une des grandes villes au lieu. C'est vraiment voir, de faire cet exercice, puis de la faire par rapport à la budgétation aussi, pour vous assurer que la portée, c'est vraiment la portée prioritaire du pays. Je peux donner l'exemple lorsque j'ai travaillé lorsque j'étais à Kinshasa, puis dans les dans certaines régions, mais ils se sont concentrés plus dans le district de Kinshasa même, parce qu'il y avait des districts très pauvres au sein de Kinshasa, et 2, l'accès était plus facile, et pour voir si c'était plus un genre de projet pilote pour faire, c'était mieux d'être là et de maximiser le peu d'argent qu'il avait que de dépenser des gros budgets en termes de transport et de pouvoir vraiment avoir aucun résultat à bout de ligne pour ce qu'il avait fait. D'essayer de connaître aussi la population totale par région, par quartier, district, de savoir comment c'est, et toutes ces informations devraient être incluses au sein de votre section de justification. Bon, avant que je continue, est-ce qu'il y a des questions ici? Il y a une question ici. C'est bon à continuer à terminer. Je vois une question de Maggie Goudja. Il y a toujours une liste prioritaire avec la nouvelle politique? D'ordinaire, il y a la nouvelle politique, c'est ce qui guide un peu la liste de priorités. Alors, c'est au sein de là. Et là, je ne suis pas certaine si vous voulez dire en termes de politique même. Les politiques, c'est ce que j'ai cherché, on a recherché de ce qui est sorti vendredi dernier, de la nouvelle politique de GAC. Vous pouvez trouver sur le site web, c'est très, très vague. Je ne sais pas si ça répond. La liste de pays prioritaires est aussi inclue dans le site de GAC. Alors, c'est vraiment de voir si le tout est aligné. Et d'avoir des conversations aussi avec les agents de projet à GAC. Parfois, il peut avoir une certaine flexibilité à un certain niveau, mais si vous n'avez pas ces conversations-là, c'est mieux de rester avec les politiques. Est-ce que ça répond? Une autre question aussi de M. Dezema. Quel est le nombre de pages max conseillez-vous par la section justification? Ça, c'est très difficile à pouvoir vous donner un nombre de pages. Ça dépend vraiment du type de projet que vous allez faire. Si c'est un projet très, très élaboré, moi j'en ai fait un exemple, 7 pays avec trois différents secteurs. La justification parfois est beaucoup plus longue. Alors, j'essaierais vraiment d'indiquer un certain nombre de pages à ce niveau-là. C'est vraiment de vous assurer de suivre les lignes directrices et de vraiment toucher à tous les critères de cette liste qui serait le plus important que le nombre de pages.
apprendre et aussi de la façon que c'est écrit parce que certaines personnes peuvent écrire, soyons honnêtes, un paragraphe en 3 lignes et d'autres, ça les en prend presque 7-8 lignes pour dire la même chose. C'est vraiment pouvoir étoffer. C'est pour ça que l'idée d'être clair, précis, concis est beaucoup mieux. Ça fait du sens? OK, d'accord. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions ici, je peux continuer. S'il y en a d'autres qui viennent au cours du webinaire, comme Sarah a mentionné plus tôt, des indiqués au sein de la conversation et on essaiera à la fin de pouvoir les faire. Sinon, on communiquera avec vous les réponses. Ça va? Alors, je vais continuer avec la gestion axée sur les résultats. C'est un très bref aperçu. À la fin du document, vous allez trouver, lorsque le document sera partagé avec vous, il y a des sites web d'inclus. Et un des sites vous apporte un document lié à la gestion axée sur les résultats de GAP, qui est super fameux en termes d'explication et de qu'est-ce qu'il recherche et comment. Alors, je voulais juste vous dire ça maintenant que c'est vraiment une très, très bref aperçu. Nous, on fait des ateliers sur la gestion axée sur les résultats. J'en ai fait une qui a duré presque une semaine. Alors, ça vous donne une idée comment vite qu'on va aller ici. Sur la garde, c'est vraiment la définition, c'est les résultats escomptés, réalisés fondés sur une analyse appropriée. Alors, c'est une approche qui est cyclique de gestion qui considère à la fois les stratégies, les personnes, les processus, les mesures et les manières à améliorer la prise de décision, la transparence et la responsabilité. Elle mise sur la production des résultats escomptés, la mesure de rendement, l'apprentissage, l'adaptation, de même que la production de rapports sur le rendement. En gros. Alors, comme vous voyez, c'est d'identifier clairement les bénéficiaires du programme et la conception des programmes pour répondre à leurs besoins. C'est le suivi des progrès vers les résultats et les ressources. Et on parle ici des ressources consommées pour la réalisation. Identifier la gestion des risques, tout en gardant à l'esprit que les résultats et les ressources qui sont nécessaires pour les gérer. L'accroissement des connaissances en tirant des leçons et les intégrer dans les décisions. Et signaler les résultats obtenus et les ressources qui sont impliquées. Et c'est vraiment une approche un peu itérative. Alors, au fur et à mesure qu'on apprend certaines leçons, on les intègre au sein du programme pour avancer les autres sections. Si vous avez à voir, ici, c'est la chaîne des résultats. Parfois, on entend chaîne des résultats modèle logique. C'est tous plus ou moins du pareil au même. C'est une représentation de la causalité ou des relations logiques entre les intrants, les activités, les extrants, les résultats d'une politique ou d'un programme d'un investissement donné. Alors, ça vous donne une idée de qu'est-ce que c'est. Alors, le modèle logique qui est divisé en 6 niveaux. Il y a les intrants, les activités, les extrants, les résultats immédiats, intermédiaires et ultimes. Et chacun représente une étape distincte dans la logique causale d'une politique, puis d'un programme ou d'un investissement. Alors, les 3 niveaux inférieurs, ce qu'on appelle, nous, les intrants, activités et extrants, ils traitent surtout du comment de l'investissement, alors que les 3 derniers niveaux, les différents résultats, constituent le changement réel qui ont lieu. Alors, le résultat de développement qu'on veut à la fin du projet. Ceci dit, il y a une chose par rapport à la gare que vous voulez garder en tête, c'est vraiment retenir ce dessin ici, si je peux dire, et aussi de vous référer au guide, comme je disais. Le schéma ici vous donne une bonne idée. Les intrants, alors, c'est l'argent, le temps, les objets, les individus qu'on a besoin. Les activités, c'est soit des formations, des recherches, des évaluations, ça vous donne une petite idée. Qu'est-ce qui sort? Les extrants, c'est vraiment lié, qu'est-ce qui est fait suite à l'activité, et généralement, c'est en bas de 6 mois. Les résultats immédiats, c'est des changements à court terme, directement attribuables au projet, aux résultats du projet. Et souvent, on parle de connaissances ou de compétences ou de capacités. Et ça peut prendre jusqu'à 1 à 2 ans pour vraiment s'assurer que c'est vraiment un acquis. Les résultats intermédiaires, c'est en moyen terme. C'est plus une modification de comportement ou de pratique. L'utilisation de comportement, les pratiques
Et ça, on voit ça encore plus tard. Ça devient la norme dans la gestion de l'organisation, exemple. Et finalement, le résultat ultime, c'est à long terme. Ça peut être la réduction de mortalité. Et ça va au-delà de la portée du projet. Alors, souvent, ce résultat ultime-là est prescrit dans les projets de santé. Voici ce qu'on veut. Et le projet que vous faites, lui, est plus responsable des niveaux de résultats immédiats et intermédiaires seulement. Alors, le fameux conseil pour l'information de résultats, c'est vraiment l'acronyme SMART en anglais qu'on entend souvent, qui est Simply Worded, Measured, Achievable, Relevant, Timely. Alors, c'est vraiment la déclaration qui est simplement rédigée, qui contient seulement qu'une idée. Et c'est spécifique, c'est quoi, qui, où. Le résultat peut-il être mesuré? Si c'est pas mesurable, ne l'indiquez pas, ça va vous causer plus de pépins et de difficultés qu'autres. Est-ce qu'il est approprié? Est-ce qu'il est pertinent à ce que vous voulez faire? Le résultat reflète-t-il les propriétés et les besoins du pays? Alors, est-ce que c'est vraiment quelque chose que eux, c'est nécessaire pour eux qu'ils veulent? Le résultat est-il réalisable dans le cadre du contrôle du projet? Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez vraiment attribuer au projet ou non? Si c'est quelque chose qui a trop d'autres facteurs et des facteurs hors votre contrôle, on suggère de ne pas le mettre comme résultat parce que vous pouvez pas, c'est pas quelque chose que vous êtes capable de mesurer simplement non plus. Et aussi, le résultat est-il temporel ou opportun? Peut-il être réalisé pendant la durée du projet et dans un calendrier spécifique? Alors, si vous avez un résultat en tête, est-ce que votre mission, est-ce que 2 ans pour le projet va vraiment vous donner la chance de pouvoir avoir ce résultat et avec succès, ou est-ce qu'il va vous falloir 4 ans? Alors, c'est vraiment voir ce que vous voulez faire en termes de ça et d'être vraiment honnête et précis et de vraiment vous assurer que c'est le cas, parce que sinon, si le résultat n'est pas réaliste et réalisable au sein du projet, c'est un peu vous organisez un peu pour avoir un échec à bout de ligne ou être obligé de demander peut-être potentiellement une extension avec le même budget, et là vous rentrez dans des difficultés que vous auriez pu avoir évité en prenant ces petits conseils-là. Okay. Alors, le résultat ultime, comme je disais, c'est le résultat qui est au très haut niveau. C'est la contribution, exemple, si on parle de santé maternelle, de la mortalité maternelle. C'est l'amélioration de la santé et du bien-être des communautés ciblées. C'est une amélioration de la santé et des droits en matière de reproduction sexuelle. Alors, c'est du très, très haut niveau et que ce n'est pas attribué seulement à votre programme, c'est attribué aux autres programmes, aux politiques du gouvernement dans le pays que vous allez travailler et ainsi de suite. Les niveaux intermédiaires, qui est les résultats que nous voulons avoir à la fin du projet, typiquement, ça se trouve à être, pardon, voilà. Et là, nous, on les a mis dans c'est des exemples et ils peuvent en avoir même moins. Pas nécessairement les ceux que le troisième résultat peut varier aussi, il y a différentes catégories, c'est juste certains exemples que nous avons soulignés pour vous. Alors, exemple, le résultat 1, ça peut être le renforcement du système de santé. Alors, c'est côté de l'offre qu'on appelle. Ça peut être par rapport aux prestations de qualité de service, par rapport à la formation de certains agents de santé ou une certaine réhabilitation ou renforcement de gestion. Le résultat 2, souvent, on va parler de côté de la demande. Alors, la composante du niveau communautaire, comme l'utilisation accrue des services, l'information, la sensibilisation, les changements de normes sociales, la mobilisation communautaire. Et le dernier, qui est d'autres catégories, ça peut être autre chose. On parle des gestions de connaissances souvent, des politiques et plaidoyers, des engagements publics. Ça peut être renforcer aussi les systèmes d'information de gestion. Ça peut être de travailler avec les responsables politiques ou faire du plaidoyer et aussi un engagement canadien. Et comme j'ai dit, ceux-là peuvent varier souvent. Ça dépend de votre projet, ça dépend de là où vous voulez, ce que vous voulez faire comme chose, quel but vous avez.
Alors, les points essentiels à retenir pour le modèle logique, c'est vraiment que les résultats ultimes et immédiats peuvent être fournis dans un appel d'offres. Alors, dans certains cas, on a déjà vu qu'ils sont déjà prescrits. Alors, il y a X nombre, il y a un résultat ultime ou deux, il y a quelques résultats immédiats et vous choisissez ceux que vous voulez et voilà, on y va. Ceci dit, il y a une règle qu'on est porté à suivre, ce qu'on appelle le 3 par 3 par 4. Alors, c'est vraiment, en parlant de résultats intermédiaires, immédiats et en termes d'extra, pour vous assurer que c'est fait. Sinon, on peut parler jusqu'à 360 activités, ce qui est non faisable et vraiment une charge ridicule. Alors, ce qu'on suggère, et ce chiffre-là est arrivé parce que vous avez 3 résultats intermédiaires avec 3 résultats immédiats qui vous donnent 9 avec 4 extra, fois 4 extra, ça vous met à 36 et au moins une dizaine d'activités par extra. Ça en fait beaucoup. Alors, ce qu'on suggère souvent, c'est de prendre 1 à 2 résultats intermédiaires, de 2 à 3 résultats immédiats et peut-être de 2 à 4 activités ou sous-activités pour pouvoir ça. Alors, c'est vraiment la pensée de moins c'est mieux, de vraiment être une composante critique de comment les choses vont être réalisées. Les résultats immédiats, intermédiaires, souvent sont, comme je disais, réalisés de 3 à 5 ans. Et c'est une réalisation à la fin du projet. Encore, si vous en avez trop, c'est très dur à mesurer. Il y a beaucoup, les coûts, non seulement budget même, mais aussi des ressources humaines pour pouvoir mesurer le tout. Et que ce soit au niveau pratique. Puis, comme je disais pour les extras, on parle de après l'activité trop court terme, 6 mois, les formations complétées, c'est les matériaux distribués. Puis les activités, souvent, peuvent avoir jusqu'à 10 activités par extra pour pouvoir faire cette chose. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on n'est plus obligé d'indiquer ces activités dans le modèle logique. Alors, c'est vraiment plus considéré, voici ce qu'on veut. Le comment que vous allez le faire n'est plus nécessairement nécessaire, il n'est plus nécessaire au sein du modèle logique. Alors, c'est un peu plus facile de pouvoir, ça vous donne un peu plus de place, c'est plus facile aussi à indiquer le tout. Alors, il y a la théorie du changement qui remplace la description du modèle logique à un certain niveau, mais c'est la relation encore cause-effet entre les résultats. C'est les hypothèses qui sont faites, c'est comment vous expliquez votre stratégie, votre approche, l'utilisation des interventions qui sont fondées sur des données probantes. Si on parle de santé, souvent il y a les 3 retards. Côté santé, grossesse et tout, la conciliation, alors c'est des exemples seulement ici. Et de vraiment décrivez votre modèle logique, mais fournissez les raisons du pourquoi et le comment que vous êtes arrivé à ces choses. Alors, c'est ça. C'est les meilleures pratiques fondées sur les données probantes. Alors, c'est vraiment la chose de pouvoir utiliser comme je disais plus tôt, de voir ce qui existe déjà et de travailler là-dessus. C'est des sites un peu pour vous donner des petites idées de ce qui existe et tout. C'est que vous savez c'est ça. Alors, la durabilité des résultats, c'est comment les résultats du développement seront-ils soutenus lorsque le projet sera complété? Comment allez-vous favoriser la participation de plusieurs intervenants sur le renforcement des capacités, les agents de santé de communauté des organisations avec l'engagement communautaire, des améliorations de systèmes locaux existants, une coordination et harmonisation. Souvent, c'est l'intégration des budgets de santé nationaux, districts, des liens avec les ministères de la Santé, un élargissement post-projet. Alors ça, c'est un peu des idées de comment on s'assure que les résultats vont être durables lorsque vous quittez. Souvent aussi, c'est des choses qu'on rajoute au curriculum. Parfois, on peut rajouter ou faire des adaptations au curriculum, dépendamment.
Alors, l'élaboration des activités et des résultats. Examinez vos résultats clés et assurez-vous qu'ils sont conformes aux meilleures pratiques. Ça, j'en ai déjà parlé un peu. Parfois, c'est plus facile de réfléchir aux activités en premier lieu. Même si vous n'avez pas besoin d'inclure les activités au sein de la proposition, c'est bon d'avoir une idée de comment vous allez le faire pour pouvoir voir où est-ce que vous voulez aboutir. Des exemples d'extrants, c'est vraiment les agents de santé qui sont formés, les communautés qui sont mobilisées, les sensibilisations, les campagnes organisées. À noter aussi que chaque extant peut constituer jusqu'à 10 activités ou sous-activités. Alors, vous allez vous former les agents sur quoi, comment allez-vous y prendre 3 sessions avec 3 sujets. C'est ça. Alors, le cadre de mesure de rendement préliminaire, la GAC nécessite que les indicateurs, les données de base et les cibles au niveau intermédiaire et les extrants. Vous essayez d'utiliser les indicateurs globaux comme les objectifs du millénaire pour le développement Le numéro 3 qui est la santé, le numéro 5 qui est l'égalité entre les sexes. C'est vraiment d'utiliser des indicateurs qui existent parfois déjà, c'est plus facile. Et aussi souvent ces indicateurs-là sont déjà capturés ou mesurés au sein des communautés avec lesquelles vous allez travailler ou les organismes que vous allez travailler dans le pays. Alors, c'est plus facile à obtenir les informations. Parfois, il y a une liste aussi d'indicateurs qui sont suggérés ou prescrits par GAC. Je sais qu'à un moment donné, il peut y avoir une dizaine, je pense qu'à un moment donné, on avait un qui avait un genre de 18 indicateurs. Et là, vous choisissez les ceux que vous allez suivre et qui font votre intervention. Et vous n'êtes pas obligé d'en indiquer d'autres. Comme aussi d'utiliser les indicateurs qui sont dans le système d'information de gestion nationale ou par district. C'est plus facile, évidemment, à collecter ou à intégrer ce qui existe déjà et de parler avec ces gens de qu'est-ce qui est déjà collecté au niveau national ou local. Et parfois, on peut insérer certaines composantes parce que pour eux, ils n'ont pas nécessairement quelque chose qu'ils ont pensé, ce qui aide. Et c'est plus simple pour vous. Les informations sont déjà collectées et ça vous sauve aussi des ressources. Il y a déjà des gens qui collectionnent les données. Alors, vous parlez à l'organisation spécifique et on a besoin de telle information, quelles dates qui sont disponibles et vous pouvez ajuster le temps et le quand que vous allez ramasser ces informations avec eux. L'élaboration des indicateurs, faut qu'ils mesurent directement les résultats. Il faut avoir un équilibre entre les indicateurs qui sont qualitatifs et quantitatifs et mesurer, comme je disais, ce qui est facile à recueillir comme information et à signaler. Si vous ne pouvez pas les recueillir, les récolter, si vous ne pouvez pas les mesurer, si vous n'êtes pas capable de donner de l'information par rapport à un certain indicateur ou que c'est trop difficile, ne pas l'inclure. L'indicateur est-il clair? Ça, c'est une autre chose. Il faut s'assurer que les utilisateurs, que les gens qui ont collectionné les données, interprètent l'indicateur de la même façon. Alors, cet indicateur doit être très, très clair. Et on sait qu'avec les traductions, parfois, le sens se perd. Alors, le plus simple et clair que c'est, le mieux que c'est. Est-ce qu'il est pratique? Est-ce facile à collecter? Mais est-ce que l'analyse est facile aussi lorsque les données sont collectées? Et abordable. Il y a certains indicateurs que on aimerait bien pouvoir collecter parfois, mais les coûts sont trop ridicules pour pouvoir le faire dans les types de budget et on sait que GAC ne finance pas à ce niveau-là. À moins que vous avez, comme j'ai dit, d'autres façons de pouvoir obtenir des fonds dans cette section, tant mieux. Et là, ça l'aide. Encore, l'indicateur est comparable aux données nationales, mondiales. C'est encore un peu cette complémentarité-là ou ce qui existe déjà. Et de vous assurer que l'indicateur capture les hommes, les femmes, garçons ou les filles, et que ça soit sensible au genre. Ça, c'est quelque chose à s'assurer. Est-ce que ça va plus ou moins pour l'application GARD? Je sais que c'est très, très vite, mais comme j'ai dit, il y a un document, un lien, où vous faites juste une recherche dans le site de GAC et vous allez trouver le document et il est très, très, très bien décrit. Mais c'est quelque chose de brûlant maintenant, je pourrais répondre.
Sinon, on continue et on va à la fin. OK, je ne vois pas personne taper, alors je vais prendre pour acquis que pour l'instant que ça va. OK. Ici, c'est le plan de gestion de l'initiative. Alors, c'est votre plan de gestion. Comment votre organisation va gérer le projet, le mettre en œuvre, vos ressources humaines, la dotation du personnel. Et cette section devrait aussi inclure, avant que j'oublie, de y faire référence, une section par rapport à la collecte des données. Soit une section un petit peu sur le cadre de mesure de rendement, de comment vous allez vous y prendre. Alors, on parle, pour en revenir, des problèmes organisationnels, opérationnels, les politiques que vous avez en place en termes de ressources humaines, l'égalité entre les sexes, qu'est-ce qu'il va y avoir le système financier, la structure et la gestion du personnel, du projet. Il va y avoir des gens sur le terrain, un officier seulement, temps partiel, temps plein, tout et tout. La structure de gestion. Les rôles et responsabilités, surtout si vous avez d'autres organisations que vous allez travailler avec. Dans certains cas, une organisation, il y a plus qu'une organisation qui soumet pour un projet. Alors, c'est très clair qui est responsable, pourquoi et qui a quel rôle, pourquoi. Et vos partenaires aussi, si vous travaillez avec des partenaires, que ce soit sur le terrain ou même au pays. Et aussi, si vous allez avoir des comités de gestion, de gouvernance ou des comités de pilotage consultatifs. Dans certains cas, il y a des projets qui vont avoir des comités pour pouvoir voir si c'est en plus qu'un pays, avoir des leçons apprises de d'autres pays, des choses comme ça, ou voir comment se rencontrer avec d'autres organismes qui travaillent dans le même domaine pour voir comment les choses vont de leur côté et encore pouvoir la complémentarité et tout. On parlait un peu des risques, plutôt qu'il fallait un registre de risques. On parle surtout maintenant des risques liés au développement. Alors, c'est de voir quels risques potentiels liés au travail effectué dans le pays. Et il faut un maximum de ces risques. Ici, il y a quelques exemples. On parle des risques qui sont liés à les circonstances qui pourraient vous empêcher d'atteindre vos résultats. Alors, soit on parle des risques par rapport aux conflits politiques ou sociaux, élections. Souvent, dépendamment des pays où nous travaillons, les élections sont ça chauffe, disons. Et c'est de prendre en considération que si votre projet fait partie les 3 ans, 4 ans où il y aurait une élection, que ça peut être un risque que le projet soit qui dérape pour potentiellement des fois 6 mois, 1 an, ou qui arrête, point final, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut arriver, mais qui arrête peut-être dans une section ou une communauté plus qu'une autre. On parle aussi des catastrophes naturelles, les tremblements de terre, les inondations qui peuvent affecter, les risques de la santé, ça s'est vu avec l'Ebola, comme exemple. Il y a aussi des risques qui pourraient empêcher ou arrêter vos partenaires locaux d'atteindre les résultats de cette initiative. Et souvent, les exemples, on parle des ressources humaines. Souvent, il y a une pénurie de personnel avec l'expertise qu'on recherche, ou aussi la motivation de garder ce personnel tout au long du projet. L'appui du gouvernement. Si le gouvernement, que ce soit national, district, local, là où vous travaillez, n'embarque pas, si je peux dire, avec le projet, et puis c'est beaucoup plus difficile et d'avoir les résultats qu'on veut. L'appui communautaire, la motivation des bénévoles aussi avec qui vous travaillez. Alors, c'est vraiment des effets qui peuvent être négatifs ou positifs dans la réalisation des résultats qu'on parle ici. OK. Il y a aussi la viabilité de l'environnement. Alors, c'est des termes transversaux qui existent. Alors, dans le cas de l'environnement, ici, on parle de vraiment la description de l'environnement, décrire l'environnement dans le cadre de l'initiative, par exemple, le contexte biophysique, socio-économique pertinent, tel que le terrain, le climat, disponibilité d'eau, qualité des sols, l'utilisation des terres et tout. Ces effets environnementaux aussi par rapport les effets potentiels sur l'initiative qui pourraient avoir sur l'environnement, que ce soit négatif, positif à long terme. C'est ça. Alors, on parle et dans plusieurs cas, il faut une évaluation d'impact environnemental qui peut être requise pour
et il y a une utilité requise par GAC. C'est pour ça que d'une certaine façon qu'on dit que c'est peut-être pas nécessairement une meilleure idée de faire des infrastructures parce que ça devient très difficile et très prescrit en termes de ce qu'on peut faire et comment. Il y a des outils de dépistage que GAC peut fournir pour ça. Il faut répondre aux questions de la demande et des conséquences, puis aussi on parle de réaménagement de ce qu'on fait. Alors, pour les projets de santé, surtout les considérations environnementales sont très différentes. On parle d'élimination souvent des déchets médicaux, des incinérateurs, des fosses placentaires. On parle de réhabilitation, construction, d'établissement et l'installation d'eau et d'assainissement. Ces trois domaines-là sont surtout les plus importants au sein de la FMNI. En termes d'infrastructures, comme je disais, vous allez avoir besoin d'effectuer une évaluation d'impact environnemental qui n'est peut-être pas votre secteur d'expertise. Alors, dans ce cas-là, souvent, ça serait d'avoir un partenariat avec une autre organisation qui pourrait être utile. Mais comme on disait plus tôt, c'est rare que GAC va fournir des financements pour vraiment ce qu'on appelle un gros projet d'infrastructure, à moins que vous êtes chanceux que ça devienne un de vos partenaires et votre contribution côté budget avec une autre organisation ou un donateur privé ou quelque chose. Plus souvent, c'est mieux d'éviter les constructions et autres réhabilitations. Même des fois, les ajouts de toilettes peuvent être compliqués puis déclencher le besoin de faire d'être obligé de faire une évaluation d'impact environnemental. Alors, c'est vraiment voir ce que vous allez faire votre projet de pensée, si c'est quelque chose que vous voulez vraiment faire ou pas. Dans certains cas, c'est très simple, c'est qu'on amène du pays, mais dans d'autres cas, c'est plus complexe. Alors, et les demandes sont vraiment plus difficiles. Et c'est pas toujours évident d'avoir des organisations qui peuvent faire et rejoindre aussi les critères que GAC demande en termes de cette évaluation. C'est certain que si vous décidez de le faire, ça peut être approuvé, mais assurez-vous de vraiment bien suivre les processus qu'il faut pour, dans ce cas-là, si vous faites des infrastructures. Il faut aussi créer, comme vous savez, le genre, c'est une grosse politique d'importance. Alors, il faut créer les liens entre le genre et la santé. L'égalité entre les sexes et la santé. Ils préfèrent aux mêmes possibilités pour les groupes de femmes, d'hommes, de bénéficier des services de santé et tout. C'est vraiment de valoriser les filles par rapport aux gays, les garçons, conduire un accès restreint limité d'éducation aux aliments. C'est vraiment s'assurer que les deux qui sont là, qui sont inclus et à condition égale, de pouvoir réaliser leurs droits pleinement de potentiel, d'être en bonne santé, contribuer au développement de la santé et de bénéficier des résultats des interventions. Les mêmes chances, puis égaux devant la loi. Alors, c'est ce qu'on, je suis certaine que vous connaissez tous déjà, c'est vraiment s'assurer que votre projet touche à cette composante, parce que c'est vraiment un terme transversal et très important, même au sein de votre du modèle logique et tout, que ce soit vraiment que le langage soit sensible au genre aussi. Alors, comme l'égalité entre les sexes nous aide à combler les écarts entre les sexes, répondre aux besoins spécifiques, transformer les relations entre les sexes et ne faire aucun mal. Alors, c'est une approche entre les sexes qui consiste à ces différences relatives en appréciant qu'elles ne sont pas rigides, mais peuvent être modifiées et de concevoir des politiques, des programmes et des services en tenant compte de ces différences. Comme exemple, faut vraiment s'assurer d'obtenir des données ventilées par les sexes pour comprendre la situation, pour le besoin d'analyse d'une situation, se concentrer sur le besoin unique des hommes et des femmes, des filles et des garçons lors de la programmation, qui est important de se concentrer sur l'impact, sur les résultats des programmes et non sur les activités, puis travailler avec les groupes sociaux. Alors, c'est vraiment souvent les gens disent oui, on est tenté, on a autant de garçons et de filles qui sont dans le projet et tout, mais c'est les politiques même, c'est les résultats même qu'on veut par rapport à cela. Alors, c'est ça. Les trois objectifs de la politique de GAC, c'est vraiment ce que vous voyez ici. C'est une grosse priorité pour GAC, à ce
comme je disais, il faut s'assurer que le langage au sein de votre soumission reflète cela, dans le modèle logique, dans les résultats, puis de voir les lignes directrices, de vraiment vous assurer d'avoir des considérations pour le genre. C'est ça. Alors, les 3 objectifs de la politique, c'est de faire avancer les participations des femmes au développement durable de leur société à titre de décideuses et sur un pied d'égalité avec les hommes, d'appuyer les femmes et les filles dans les pleins exercices de leurs droits fondamentaux et de réduire les inégalités entre les femmes et les hommes quant à l'accès aux ressources et aux retombées de développement ainsi qu'à leur contrôle. Alors, si on peut faire une analyse par rapport à l'égalité entre les sexes avant, tant mieux. La plupart des soumissions n'incluent pas ça. Les gens, n'ont pas le temps ou le budget, mais on recommande fortement d'en faire une. Et souvent, les projets vont avoir un budget inclus pour pouvoir faire cette analyse au début du projet. Alors, de prendre ça en considération. C'est ça. Aussi, parfois qu'on peut faire en sorte qu'un lien de vos résultats immédiats se concentre spécifiquement sur l'égalité entre les sexes. Alors, ce qu'on dit souvent les deux, le troisième résultat immédiat peut être lié sur ça. Il faut que c'est quelque chose qui vraiment, ça peut être une politique au sein de, je sais pas moi, si vous renforcez les capacités d'une organisation seulement, que la politique au sein de l'égalité entre les sexes est révisée et inclue et que les gens sont tous formés dans la nouvelle politique et comment réagir s'il y a des difficultés à ce niveau-là. La gouvernance, ici, on parle de la gouvernance au sein du projet général. On parle de vraiment, c'est énumérer les principales questions de gouvernance pertinentes à l'initiative même. C'est l'identification des mesures visant à contribuer, renforcer les institutions et les pratiques de gouvernance. Il est important que vous démontriez clairement comment vous avez incorporé les considérations de gouvernance dans la conception, le développement et la mise en œuvre, et le suivi de l'initiative, y compris la capacité du secteur public, la participation de la société civile. Souvent, c'est la lutte contre la corruption, primauté des droits. C'est différentes à considérer les capacités, réactivité, efficacité, transparence, responsabilisation, équité, égalité, non-discrimination, participation et inclusion. On parle d'une capacité de gouvernance des besoins en santé. Si on parle aussi dans la santé, on rentre dans les systèmes plus adaptés aux besoins des femmes et des enfants et la réalisation des résultats efficaces. Alors, il peut y avoir des comités de santé gérés par la collectivité. Souvent, il y a des comités de santé villageois. Dans la programmation active sur la gouvernance en matière de santé pourrait se centrer, par exemple, sur des renforcements de capacité du gouvernement local à fournir des services de santé au niveau local pour augmenter les taux de survie et la santé des enfants et des mères. Alors, il y a les droits des personnes au sein du projet, des projets de santé. On parle du droit de la santé. Plus pertinent, faire partie des droits économiques, sociaux et culturels. Ça doit comprendre l'accès à des soins de santé opportuns, acceptables, abordables et de qualité appropriée. On peut parler aussi de différents droits, comme parfois on peut se référer à la CEDEF. Alors, qui est lié à l'égalité des hommes et des femmes. Alors, les différents documents qui existent, les droits indigènes, Kairos en est un autre, peut être utile aussi à faire référence lorsque vous parlez du côté des droits au sein de votre projet. Ça dépend du type de projet que vous faites, quels documents vous allez vous référer. Okay. L'information financière, la budgétisation. 2 budgets doivent être inclus. On résume les coûts éligibles et rémunération des coûts remboursables. On voit typiquement les frais de voyage, les avantages du personnel, les coûts de formation, les biens, services, fournitures, frais d'administration du projet et autres. Et il vous faut un budget sommaire. On recommande que cela se fasse d'abord au niveau programmatique, c'est-à-dire c'est très complexe qu'on le fait au niveau des activités pour trouver le budget. De s'assurer que vous suivez, que vous regardez le règlement sur les coûts admissibles fournis par GAC.
Et alors, c'est très clair là aussi. Le partage des coûts doit être fait selon la directive. Souvent, c'est de 5 à 20 et les frais généraux ne peuvent pas dépasser d'habitude environ 12 C'est très complexe, surtout si vous avez plusieurs activités. Comme je disais plus tôt, si on parle de 360 activités, si on irait avec le maximum de résultats intermédiaires, immédiats et d'extra et tout, on pourrait se ramasser avec un budget de 3600 lignes. Alors, vous pouvez voir pourquoi c'est bon d'essayer de réduire un peu ce que vous voulez faire et la connotation de moins et mieux. C'est mieux d'utiliser Excel à cause des formules car c'est plus facile de faire des changements si vous en avez besoin. Alors, souvent, ce qu'on fait, c'est on commence les budgets par activité. Alors, si vous avez une formation, les différents coûts qui sont associés à cette formation. Alors, comme j'ai dit, c'est de faire les activités par catégorie de coûts, puis faites-les rouler. Alors, derrière ça, vous les remontez dans les lignes qui veulent et le coût total. L'activité peut être divisée en sous-activités et les coûts peuvent être estimés en fonction des unités. Vous allez avoir besoin d'un budget annuel et aussi, c'est bon de faire un budget en monnaie locale et canadienne. Si la monnaie locale est pas stable, exemple comme le Zimbabwe ou un tel, faites-le en dollars américains. Alors, vous auriez votre budget en dollars américains et canadiens. C'est plus facile. Incorporer les taux d'inflation sur une base annuelle. Les fournisseurs ont une limite aussi maximale. Je crois que c'est environ 20 mais c'est de vérifier. Calculer tous les coûts directs. Allocation maximale pour les frais généraux est de 12 comme j'ai dit. Et prévoyez un bon 5 jours après avoir identifié toutes vos activités pour pouvoir faire ce budget. C'est un processus très long, mais c'est super important et le plus détaillé que vous pouvez le faire au début, le plus facile que c'est lorsque vous auriez à faire des changements. Et c'est pour ça que de faire des formules et d'utiliser Excel est bon, parce que là, vous pouvez faire des changements quand même relativement facilement. Et si jamais GAC vous revient et dit, bon, faut que vous coupez X nombre d'argent, ça va être beaucoup plus simple. Cet exercice-là va être plus simple à faire. Quand on parle des coûts directs, je suis certaine que, en étant les francophones, de calculer pour les traductions et l'interprétation tant que possible aussi. Et ça peut être au sein de vos coûts en termes de production de matériaux. Alors, si vous faites une formation et que, je sais pas moi, un manuel de quelque sorte à la fin, et c'est pas juste par rapport au français à l'anglais aussi, mais c'est la langue locale qu'il y a des frais de traduction à faire ou d'interprétation souvent, et parfois on oublie les inclure et ça devient problématique lorsqu'il faut faire la formation avec les coûts qu'on a pour ces choses-là. Okay. Votre expérience pertinente. Alors, le profil de l'organisation est très important. Alors, c'est ici qu'on retrouve directement lié à l'initiative proposée sur les objectifs, le mandat, l'histoire, la structure, le statut juridique et tout. La capacité locale qui existe. Expliquer la valeur, la contribution de l'implication du ou des partenaires ou du bureau local, si vous en avez un. Par exemple, décrire la capacité du ou des partenaires de l'initiative ou du bureau local dans le domaine financier, des domaines techniques, de rapportage, des achats, de ressources humaines ou autres, les fonctions nécessaires pour obtenir les résultats. Il faut aussi expliquer leur expérience de votre partenaire local, la collaboration avec les organisations internationales ou canadiennes et le cas échéant, et décrivez aussi les antécédents de travail avec les partenaires locaux et la nature de la relation. Décrivez l'expérience antérieure de l'organisation dans le secteur qui est concerné, la région géographique ou le district dans le pays. Quelle est la valeur ajoutée en travaillant avec les partenaires locaux? Alors, si vous en choisissez un, pourquoi que vous allez travailler avec? Parce qu'ils connaissent déjà le terrain, ils ont déjà je sais pas, c'est eux qui font le côté financement par rapport, ça peut être autre. Ça peut être des choses qui peuvent aider beaucoup avec une soumission, dépendamment à moins que vous avez un bureau, vous avez déjà l'expertise au sein de l'organisation même, ça dépend des situations. Il demande aussi d'avoir le 2 résumés de projet. Souvent, on dit de démontrer l'expérience dans le sujet, et ou la géographie, l'expérience là où le projet aurait, la thématique où le projet aurait eu.
que ce soit le même pays où vous avez déjà travaillé dans ce sujet-là. Démontrer la capacité à gérer le budget, la capacité financière. Par exemple, démontrer que vous avez la capacité de gérer les budgets que vous allez demander. Si vous demandez pour un budget de, je sais pas, moi, 5 millions, et que le plus gros budget que vous avez géré est de 150 000, vos chances seront probablement minimes de l'obtenir, par exemple. Aussi, parfois, c'est bon de pouvoir mettre de pouvoir avoir un profil ou un résumé d'un projet d'un des partenaires. Un sommaire du projet d'un partenaire aussi peut vous aider dans la même veine qui démontre la capacité thématique et l'expérience dans le domaine. Il y a un formulaire d'information sur le partenaire local qui devrait être rempli si nécessaire. Puis l'expérience pertinente, qui soit un résumé de paragraphe qui décrit votre expérience pertinente en matière de résultats dans le secteur concerné, le pays et tout. Environ 3 exemples de 2 pages chacun qui dit, c'est deux exemples, 2 résumés, 2 bons résumés avec ce que vous avez demandé qui demande, c'est probablement ça. Et c'est tout. 15 minutes avant ce qu'on avait espéré, je crois, voilà. Question de elle. Alors, c'est des questions. La contrepartie peut-elle provenir en partie du co-demandeur? Peut-elle provenir? La contrepartie peut-elle provenir en partie du co-demandeur? Oui. Oui. Oui, les contributions la contribution que l'organisation, que vous faites peut venir de l'organisation avec qui vous allez faire le travail, oui. Parfait. Je vois qu'il y a quelques personnes qui sont en train d'écrire. Mais d'abord, je peux dire merci, Annie. On peut commencer une période de questions-réponses. Un rappel qui, si vous avez des questions pour la présentatrice, veuillez les écrire dans la boîte de discussion au bas de l'écran. Votre question sera notée et moi, la modératrice, la posera à la présentatrice. On a une question de Catherine. La contribution du partenaire local peut être inclue dans la contribution du demandeur, car pour le PQDI, ça ne peut pas en faire partie. Annie? Oui, je regarde un instant. Sarah, quand tu parles, pour quelques raisons, tu coupes. Alors, je manque, je dirais, la moitié, si pas le 3/4 de ce que tu dis parfois. Alors, ok. Est-ce que tu peux voir les questions qui sont... Alors, j'essaie de voir la question. Alors, tu peux me donner... Oui, c'est ce que je regarde. Okay. Un instant, là. Okay. Désolée pour le temps, j'essaie de pouvoir lire. C'est à peu près tout dans la même veine, là. OK. En termes de nombre d'organismes,
Annie, as-tu eu l'occasion de lire les questions ou veux-tu que j'essaye encore? Ah bon, on est désolé, on a des problèmes techniques, on ne peut pas entendre Annie. On espère qu'elle sera avec nous dans quelques minutes. Mais en tout cas, je peux, moi, collecter les questions et les envoyer à Annie pour sa réponse. Et puis, je peux envoyer cette réponse-là à vous tous et toutes dès que vous remplissez le sondage de satisfaction à la fin du webinaire. Annie, on peut essayer encore une fois, est-ce que tu es toujours avec nous? Bon, sinon, je vais passer la parole à Leia McCarroll. On essaie encore une fois avec elle, de la part de la Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants. Leia, peux-tu essayer nous joindre? Voilà. Leia, on ne t'entend pas. Hein, de la part d'Annie et de Léa, on est désolé, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec les micros. On les a essayés. Je reviendrai à la question contrepartie financement. OK. Je crois qu'Annie essaye d'écrire. OK. Elle va me donner les réponses et puis je vais les envoyer à vous tous et toutes. Bon, merci beaucoup, Annie, à nos participants. Merci de vous joindre à nous pour notre webinaire aujourd'hui. Merci aussi à notre équipe derrière la scène, Karine du Conseil de Colombie-Britannique de la coopération internationale et le comité du webinaire du RCC. Un rappel qu'un sondage pour ce webinaire sera envoyé à l'adresse courriel que vous avez utilisée pour vous inscrire au webinaire. Votre participation dans ce sondage est très appréciée et seulement ceux et celles qui remplissent ce sondage vont recevoir un courriel avec un lien à la vidéo de ce webinaire ainsi qu'un lien au diapo et puis aussi les réponses aux questions que vous avez écrites. Vous pourrez bien sûr partager ce courriel et signer avec vos collègues qui n'ont pas eu la chance de participer au webinaire. Merci encore pour vous inscrire à la liste de diffusion des webinaires du RCC. Et un lien pour cette liste sera inclus dans le courriel avec le sondage. Merci encore de votre participation dans ce webinaire. Nous espérons de vous revoir à notre prochain webinaire. Et on espère qu'on n'aura pas de problèmes techniques à ce temps-là. Merci et bonne journée à vous tous.